Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs. Dans un instant, nous retrouvons Daniel Jacquemont, directeur général délégué de Villemorin et compagnie. Dans l'actualité des valeurs régionales, à retenir cette semaine, Esker, l'éditeur lyonnais spécialisé dans les solutions de dématérialisation pour les entreprises, qui publie un chiffre d'affaires annuel en hausse de 9% à plus de 112 millions d'euros, avec en prime un quatrième trimestre exceptionnel, tout simplement le meilleur trimestre de son histoire, à pratiquement 31 millions d'euros, en croissance de 11%. Un trimestre marqué par un nombre record de signatures de nouveaux contrats qui augure d'une belle année 2021. En bourse à 201 euros. L'action Esker enregistre une hausse de 14% depuis le 1er janvier, de 94% en un an et de 565% en 5 ans. La valeur de la semaine, c'est donc Villemorin et compagnie, dont nous accueillons le directeur général délégué Daniel Jacquemont. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Villemorin et compagnie, c'est le 4e semencier mondial. C'est une entreprise de la région, du côté de Clermont, mais implantée aussi dans la région lyonnaise, et une filiale de Limagrain. Tout à fait. Donc, Villemorin Compagnie, comme vous l'avez indiqué, 4e semencier mondial. Donc, nous sommes tout à fait en amont de la chaîne alimentaire et agricole. Nous développons des produits essentiellement pour les marchés professionnels au travers de 2 divisions. Une division semences potagères, donc avec comme clients essentiellement les maraîchers ou les industriels de la conservation et du surgelé, et puis une activité de semences de grande culture qui a vocation à délivrer aussi bien les grandes organisations agricoles d'Amérique du Sud, de l'Est de l'Europe, que les plus petits fermiers selon les différents marchés agricoles. Grande culture, pour illustrer le propos, c'est bien sûr le blé, le maïs, tout ce que l'on retrouve assez logiquement dans nos paysages agricoles. Voilà, alors dans ces 2 domaines, il y a un domaine dans lequel vous êtes le numéro 1 mondial et l'autre, vous êtes le numéro 6, c'est ça? Tout à fait. Donc, nous revendiquons une position de leadership mondial sur les semences potagères depuis maintenant 3 ou 4 ans. Donc, nous avons comme concurrents essentiellement 2 groupes agrochimistes que sont Bayer, donc, qui a intégré récemment Monsanto, et le groupe capitaux désormais chinois qui est Syngenta. Dans la partie grande culture, on a une position de numéro 6 mondial face à des grands concurrents qui là sont pour les premiers essentiellement des agrochimistes, et on retrouve en partie les mêmes noms. Voilà. Alors, à propos d'actionnaires, hein, vous avez un nouvel actionnaire depuis quelques mois, BPI France, à hauteur d'un peu plus de 5%, c'est ça? C'est une façon de montrer la volonté d'être aux côtés d'une entreprise stratégique, hein, pour le secteur agricole. Tout à fait. Alors, le partenariat avec BPI France, c'est même un partenariat un peu plus ancien, puisque nous avions développé ce partenariat à l'époque du Fonds stratégique d'investissement, donc à compter de 2010-2011, a pour vocation effectivement de marquer, d'accompagner le rôle stratégique de notre activité, donc les semences potagères et bien sûr les semences de grande culture, globalement dans la chaîne alimentaire. On reviendra peut-être sur l'exercice et l'exercice passé, l'année passée, et puis la crise alimentaire. Je pense qu'elle a plus que démontré le rôle important, le rôle stratégique des semences dans le développement des productions végétales, et donc bien sûr dans la chaîne alimentaire. Voilà, donc vous êtes un acteur très international, hein, qui pèse 1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires, avec 7000 personnes dans le monde. 7000 personnes dans le monde, sauf erreur de ma part, nous sommes implantés dans 36 pays, aussi bien pour les activités potagères que grande culture, et bien sûr nous développons des activités commerciales sur un nombre beaucoup plus important de pays. On peut revendiquer le fait d'être actif sur les 5 continents, avec des positions bien sûr
très solide en Europe. C'est bien sûr l'origine de développement du groupe aux États-Unis, en Amérique du Sud aujourd'hui, Brésil et Argentine qui sont des marchés importants, et puis des développements plus récents sur l'Asie, sur l'Australie, bien sûr, dans le cadre de partenariats, et un grand projet stratégique pour nous qui est le développement des activités agricoles en Afrique. Voilà, on va revenir sur votre dernier exercice plein. On rappelle votre exercice court du 1er juillet au 30 juin, donc celui qui s'est terminé le 30 juin 2020, en croissance de 3,2%, avec 348 millions d'euros d'EBITDA et 67 millions et demi de résultats consolidés dans une conjoncture compliquée, plutôt satisfaisant. Oui, je pense que nous avons réalisé un exercice donc 2019-2020, donc clôturé au 30 juin 2020, de très bonne qualité. Donc, la crise donc, qui s'est développée pour nous à compter, je dirais, de janvier, voire de décembre. Nous l'avions aperçu au travers du développement du démarrage de notre campagne commerciale en Chine, donc a surtout impacté en termes d'organisation, de réorganisation du groupe, donc notre deuxième semestre à compter de janvier dernier. Quelques passages difficiles pendant quelques semaines en termes de réorganisation du groupe, quelques passages difficiles en termes d'activité, alors notamment pour une petite activité que je n'ai pas citée, mais qui est complémentaire aux activités professionnelles que je décrivais précédemment, qui est une activité sur les produits de jardin, donc, qui s'adresse directement aux consommateurs. Donc cette activité a été impactée par la fermeture des réseaux de distribution pendant quelques semaines. Mais sur le 4e trimestre, et donc sur la conclusion de cet exercice, une croissance soutenue, des résultats opérationnels de qualité, un résultat net qui a été impacté malheureusement par la forte volatilité des monnaies. Nous sommes très exposés dans nos activités à la volatilité, bien sûr, des monnaies dans lesquelles nous opérons, et donc un résultat net qui est peut-être sans doute décevant compte tenu de l'impact financier que je qualifierais de marginal, mais qui a quand même dégradé un peu la lecture de notre performance. Alors, depuis ce dernier exercice clos le 30 juin, on a déjà les chiffres du premier trimestre de l'exercice 2020-2021, avec une croissance de 6,7% du chiffre d'affaires. Est-ce qu'on a une première tendance sur le deuxième trimestre, même si les chiffres seront communiqués que début mars? Voilà, tout à fait. Donc, je vais respecter, bien sûr, la déontologie qui s'impose en la matière. Nous avons eu l'occasion de tenir notre Assemblée générale courant décembre en mode virtuel, en dialogue direct avec nos actionnaires. J'avais déjà indiqué, donc mi-décembre, que notre deuxième trimestre, donc d'octobre à décembre, serait sans doute de qualité, voire de grande qualité. Bon, sans prononcer aucun chiffre précis, je peux confirmer que les premières tendances que nous avons, notamment en termes d'évolution de notre activité sur la totalité donc, de notre premier trimestre, de notre premier semestre, pardon, que nous clôturerons au 31 décembre, confirment ces premières estimations. Retenons cependant, pour garder un peu de prudence dans l'expression, que notre premier semestre, donc une fois encore clôturé le 31 décembre, représente environ 35% de l'activité globale. Donc le challenge pour réussir pleinement notre exercice est encore devant nous, avec quand même des carnets de commandes, des estimations de marché, que ce soit tant en potagère qu'en grande culture, qui sont a priori plutôt favorables. Grâce à quoi vous fixez un objectif de croissance sur l'ensemble de l'exercice de l'ordre de 3%? Il est encore trop tôt pour potentiellement parler de révision de guidance. Je vous rappellerai simplement que les guidance que nous avions indiquées donc, à l'automne dernier pour la totalité de notre exercice 2020-2021 étaient basées sur une progression d'au moins 3% de notre chiffre d'affaires,
avec un niveau de marge opérationnelle que l'on souhaitait renouveler, c'est-à-dire à peu près 8% du chiffre d'affaires. Et une contribution, je pense qu'il est important de le souligner dans la structuration de notre groupe, une contribution de nos partenariats. Donc, ce sont des résultats qui sont simplement intégrés selon la méthode financière comptable de mise en équivalence qui devrait être en progression par rapport à l'exercice 2019-2020. Un mot sur l'importance de la recherche pour votre entreprise. Hein. C'est de l'ordre de 165 millions d'euros par an, à peu près. Voilà, tout à fait. C'est également une indication que nous avons donnée pour notre exercice 2020-2021. Donc, ce n'est pas naturellement un objectif de dépenser en soi les 265 millions d'euros. Il est important quand même dans l'appréciation de la valeur de notre société, du potentiel de notre société, de veiller à ce que notre investissement en recherche, développement, en innovation reste à un niveau élevé. Alors, nous prenons un ratio qui est plutôt basé en comparaison au chiffre d'affaires, et donc entre 16 et 17% donc, du chiffre d'affaires. Donc un effort maintenu, quel que soit le contexte économique et même le contexte de marché. Vous évoquiez tout à l'heure la crise alimentaire, on peut parler aussi des enjeux climatiques, la transition écologique. Comment est-ce que vous l'intégrez dans votre stratégie générale ? Alors, à la base, je dirais que notre métier, c'est déjà de faire évoluer notre offre de techniques, de technologies, selon l'évolution des zones de production, que ce soit en grande culture ou en légumes, en fonction également des évolutions climatiques. Nous avons été marqués depuis un certain nombre d'années par une tendance de forte volatilité des conditions climatiques. Le sujet de l'eau fait partie, bien sûr, des sujets totalement intégrés dans nos programmes de recherche. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a même une autre dimension qui est prise en compte et que nous développerons, qui est l'évolution des modes de consommation alimentaire. On parle de plus en plus de consommation de protéines végétales. Donc un certain nombre de cultures sont particulièrement destinées à être développées au cours des années à venir. Et nous nous positionnerons assez logiquement dans cette évolution. Le plan de relance français, pour ne citer que cet exemple, intègre d'ailleurs un support relativement important à l'innovation et à la recherche sur ces typologies de cultures. Très bien. Merci beaucoup, Daniel Jacquemont, d'avoir été notre invité. Pour finir, on va jeter un œil à votre parcours en bourse et rappeler aussi que vous avez une présence dans la grande région lyonnaise, on va dire du côté de Saint-Quentin-Fallavier, et puis dans la région valentinoise. Vous étiez à 51,90 € au moment où on enregistre cette émission. Votre cours de bourse, une croissance de l'ordre de 5% depuis le 1er janvier. Pour plus d'informations sur Villemorin et compagnie, je vous propose d'aller voir sur les sites live.euronext.com et zonebourse.com. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Une bonne idée de lecture pour ce week-end. Lyon Décideur, le numéro 11, avec un entretien exclusif d'Alain Mérieux. Très bon week-end. Merci à vous. Au revoir. À la semaine prochaine. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.